nous allons vous raconter l'histoire oubliée de la présence française en Amérique du Nord. Pendant presque 200 ans, on a appelé cet immense territoire la Nouvelle-France. Et puis un jour, brusquement, la France s'en est éloignée et nos mémoires en ont effacé la trace. S'ils revenaient parmi nous, qu'en penseraient les coureurs des bois, les explorateurs, soldats, marins et administrateurs, les femmes et les hommes qui ont écrit l'histoire de la Nouvelle-France? Français, nous connaissons l'histoire des colons anglais du Mayflower, mais nous ignorons celle des Acadiens qui, plusieurs années avant eux, s'étaient déjà installés sur la terre d'Amérique. Nous connaissons le nom de Lafayette qui aida les États-Unis à conquérir leur indépendance, mais nous faisons la passe sur Robert Cavelier de La Salle, qui 100 ans avant lui descend le Mississippi jusqu'au golfe du Mexique. Nous faisons l'impasse sur ces explorateurs qui, repoussant vers le sud et vers l'ouest les limites de la Nouvelle-France, s'aventurent jusqu'au Texas et au contrefort des montagnes rocheuses. Dans la peau d'un voyageur de l'Amérique française, j'ai voulu réparer l'injustice de l'oubli et rendre hommage à cette extraordinaire épopée. J'ai voulu transmettre de l'intérieur l'émotion des rencontres et revivre la découverte d'un espace infini où, sur des millions de kilomètres carrés, Français et nations indiennes partageaient le même destin. Mes premiers pas me conduisent vers la forteresse de Louisbourg, construite ici pour protéger les avant-postes de la Nouvelle-France et sa capitale, Québec, située à 1 millier de kilomètres à l'intérieur des terres. Positionnée entre Terre-Neuve au nord et la ville de Boston au sud, celle qui fut en son temps la plus grande place forte militaire du continent nord-américain, devient dès sa construction un important carrefour de négoce et de commerce au confluent des grandes routes de l'Atlantique. Sentinelle endormie, Louisbourg n'oublie pas son histoire. Elle se souvient. Elle se souvient que derrière ses remparts de pierre et le va-et-vient de ses garnisons, elle était une ville française d'Amérique. Traversée par l'onde de la mémoire, Louisbourg sort parfois de son silence et ranime son âme. Il y a de la belle poésie dans la vieille musique acadienne. Il y a beaucoup de cette musique-là qui vient de la France, la plupart vient de la France. Peut-être qu'elle a été adaptée, la mélodie évolue, peut-être des paroles qui changent, mais j'ai vraiment l'impression des fois de faire revivre. Oui, des fois je me pose la question, est-ce que probablement que quelqu'un a chanté cette chanson ici il y a 2 siècles et demi, 2 siècles passés? S'il y avait un habitant de Louisbourg du 18e siècle qui revenait, puis qui me rencontrait, puis qui m'écoutait chanter la chanson, est-ce qu'il reconnaîtrait la musique, la mélodie, les paroles? Est-ce que ça leur plairait ou non? Des fois, j'ai même l'impression, des fois je suis tout seul, il n'y a personne sur les lieux, puis j'ai même l'impression d'entendre quelqu'un chanter avec moi des fois. J'ai l'impression de perdre le nord un peu, perdre la tête, comme on dit, mais des fois j'ai l'impression que j'entends des voix qui chantent avec moi, tandis qu'il n'y a personne. C'est fou, hein? Avant de retrouver la solitude de son éloignement, Louisbourg se souvient aussi de son port, qui il y a un peu plus de 2 siècles, était le plus grand de la Nouvelle-France. Ma route me conduira ainsi sur des traces qui traversent les anciennes terres indiennes, où il y a 4 siècles, des Français ont découvert un nouveau monde.
C'est au printemps 1604, sur la côte est de l'Amérique du Nord, que l'histoire des Français d'Amérique commence. Cette terre s'appellera l'Acadie. Accompagnant l'expédition, celui que l'on surnommera plus tard le père de la Nouvelle-France, Samuel de Champlain, explore et cartographie la région tout en participant à la fondation du premier établissement français dans le Nouveau Monde. Traversant les tourments de l'histoire, l'Acadie ne cesse de renaître de ses cendres. Blottie dans un Canada maritime du bout du monde, la petite communauté acadienne de Chéticamp préserve ici, derrière une immense étendue de forêt, son identité et sa langue française. Arrivés au XVIIIe siècle, les descendants des 12 familles fondatrices sont aujourd'hui plus de 4000. Les jeunes, élevés dans l'amour de leur culture d'origine, se transmettent les musiques et les chansons de génération en génération pour, inlassablement, partager la fierté qu'ils ont d'être acadiens. Robert Deveau, de Louisbourg à Chéticamp, où il vit, veille sur la mémoire de son peuple. Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine fierté. Je veux dire, parce que sans se casser la tête sur la question c'est quoi un Acadien, qu'est-ce que c'est que l'Acadie, etc., on est quand même un peuple d'une certaine façon distinct. On a notre propre dialecte, on a notre propre jargon. Faut quand même se féliciter d'avoir, ou probablement féliciter nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ainsi de suite, d'avoir su résister à la tendance à l'assimilation vers l'anglais. Parce que c'est un phénomène au Canada. Tous les autres immigrants qui viennent au Canada finissent par apprendre à parler anglais. Ou la plupart. Résistants d'aujourd'hui, les jeunes de Chéticamp puisent leur force et leur conviction dans l'amour de leur langue et de leur histoire. Éparpillés dans les 4 provinces atlantiques du Canada, de Terre-Neuve à la Nouvelle-Écosse, les Acadiens sont plus de 300 000, chacun dressé avec son bouclier de mémoire et d'héritage pour survivre à l'assimilation anglophone. Dès leurs premières explorations en Amérique, les Français comprennent que le fleuve Saint-Laurent leur ouvre les portes de l'intérieur du continent. Après plusieurs reconnaissances, ils décident de s'établir dans un lieu que les Amérindiens appellent dans leur langue Québec, là où le fleuve se resserre. C'est à cet endroit que le 3 juillet 1608, Samuel de Champlain, qui accompagne la petite expédition française de quelques dizaines d'hommes, fonde la ville qui va devenir la capitale de la Nouvelle-France. « 400 ans plus tard, Québec deviendra une ville de 500 000 habitants. Le journal de voyage du père François-Xavier de Charlevoix, daté du 28 octobre 1720, lève le voile sur le passé français de la petite capitale. On ne compte guère à Québec que 7000 âmes, mais on y trouve un petit monde choisi où il ne manque rien de ce qui peut former une société agréable. Les Canadiens respirent en naissant un air de liberté qui les rend fort plaisants dans le commerce de la vie. Et nulle part ailleurs, on ne parle plus purement notre langue. On ne remarque même ici aucun accent. 28 octobre 1720. C'est ici vraiment qu'est née la Nouvelle-France française. Québec est vraiment la ville où la présence française est continue depuis le 3 juillet 1608. Donc c'est pour ça qu'il y a ici un cœur français qui bat, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Pourtant, le développement de la ville de Québec est extrêmement lent. 30 ans après sa fondation, en 1640, sa population dépasse à peine quelques centaines d'habitants, si bien que la survie de la petite colonie dépend presque entièrement de la coexistence entre Français et Amérindiens. Dès les débuts de l'histoire de la Nouvelle-France, il y a des relations extrêmement fortes entre les Amérindiens et les Français. C'est des Amérindiens qui nous ont appris comment, par exemple, être capable d'attraper un animal lorsqu'on est perdu, comment on est capable de faire un feu en forêt, ainsi de suite. Et on se sent beaucoup plus près des Amérindiens que les anglophones peuvent se sentir. Il y a plusieurs décennies, c'était une honte de dire qu'on avait parmi ses ancêtres un autochtone. Mais depuis quelques décennies, bon nombre de Canadiens français, bon nombre de Québécois se cherchent en généalogie à avoir parmi leurs ancêtres un Amérindien. Et là, on est tout fiers de dire « je descends d'un sauvage ».
Si dès les premiers échanges, les Français du Canada éprouvent de réelles affinités avec les populations amérindiennes, cette volonté de rapprochement n'est pas non plus dénuée de tout calcul géopolitique. Les Français comprennent en effet qu'ils ont tout à gagner dans ce rapport de confiance et de loyauté qu'ils tissent avec patience. En s'immergeant dans la société amérindienne, ils en étudient les langues, qu'ils traduisent, puis transcrivent dans des dictionnaires franco-indiens qui facilitent et renforcent la communication et l'intimité. Les Français savent aussi que sur le plan militaire, la nécessité d'une alliance indienne est l'unique moyen de faire face à la très belliqueuse et toute proche Nouvelle-Angleterre, dont les 13 colonies sont largement plus peuplées que la Nouvelle-France. C'est-à-dire que pour un habitant de la Nouvelle-France, du Canada, il y en avait 20 en Nouvelle-Angleterre. De sorte qu'il y avait un genre de disproportion, mais malgré cette disproportion-là, les Anglais de la Nouvelle-Angleterre craignaient énormément les Canadiens. Et pour quelle raison? Parce qu'on était assez cruel. Il ne faut pas oublier que nos ancêtres ont scalpé comme les Indiens l'ont fait. Hein? Il n'y a pas de soldats anglais qui vont faire des raids pendant l'hiver, mais il va quand même y avoir, au début du 18e siècle, des Canadiens qui vont partir en raquette et qui vont faire des centaines de kilomètres pour aller attaquer de nuit des villages de la Nouvelle-Angleterre. Et là, exactement, faire le cri, comme les Indiens faisaient, là. Et après ça, attaquer en pleine nuit, brûler les maisons et parfois tuer des femmes et des enfants. En épousant les mœurs et les usages autochtones, certains Français du Canada s'indianisent. Et au contact des Montagnais ou des Algonquins, des Hurons ou des Outaouais, ils s'éloignent du cœur de la colonie pour mener la vie nomade du coureur des bois. Au même moment, tout autour de Québec, la vallée du Saint-Laurent commence à se peupler. Les Canadiens français qui choisissent de se sédentariser s'établissent le long du grand fleuve qui devient l'axe de communication principal de la Nouvelle-France. Comprenant l'intérêt qu'ils ont de fonder une nouvelle ville au cœur du continent, les Français, qui ont parfaitement bien assimilé l'importance du système hydrographique du pays, choisissent l'emplacement de Montréal. Au centre des voies fluviales qui relient d'est en ouest l'océan Atlantique au Grand Lac, le site ouvre des perspectives commerciales qui préfigurent les futurs échanges entre l'Amérique et l'Europe. Montréal, dès sa création, devient un intense carrefour d'affaires où convergent marchands français et amérindiens. Ressentant intuitivement l'importance symbolique de ce point de rencontre, ses fondateurs rêvent d'en faire la première ville franco-indienne de l'histoire. Montréal est fondé en 1642. C'est Paul Chaumedet de Maisonneuve et Jeanne Mance qui arrivent, qui sont en mission. On leur a donné la mission, la Société de Notre-Dame de Montréal, les a envoyés ici pour fonder une ville, essentiellement dans le but de fonder une colonie mixte, de métissage, si on veut, entre Français et Amérindiens. Alors c'est très particulier, c'est vraiment propre à Montréal. Le rêve des fondateurs ne se réalise pas. La ville sera française avant de devenir métropole canadienne. Dès le début pourtant, les Amérindiens y viennent en nombre, mais ils en repartent aussitôt. Montréal est uniquement pour eux le lieu de vente du produit de leur chasse, tout comme il l'est pour les voyageurs, ces commerçants de la fourrure qui vont et viennent à l'intérieur du continent. Il me semble que les canaux étaient rangés, là, comme ça, de manière perpendiculaire au rivage. Exact. Imaginez ici, il y a 200 ans, des canaux qui sont accostés tout le long des berges. Et ce sont les canaux que les voyageurs vont prendre pour quitter vers des territoires de traite. Donc, on quittait au printemps, aussitôt que les glaces allaient fondre. On appelait ça le grand départ parce qu'il y avait tellement d'hommes qui se rassemblaient ici pour quitter. On quitte en brigade. Une brigade, c'est 10 canaux. 10 canaux sans hommes. Et on quittait dans les meilleures années jusqu'à 10 brigades à la fois. Donc, on parle de 100 canaux, 1000 hommes.
Et ensuite, on va se diriger vers la rivière des Outaouais, la Mattawa, le lac Nipissing, la rivière des Français, la baie Georgienne, les Grands Lacs, et on continue jusqu'au bout nord-ouest du lac supérieur. On peut dire des centaines et des centaines de kilomètres. 1800 km 1800 environ. kilomètres environ, hein. Donc, en 45 jours, c'est pas mal de travail. On travaille environ 16 heures par jour. Lard salé, pois sec, farine, biscuits. Les voyageurs transportent leurs provisions pour parcourir l'espace canadien à la force de leurs bras. Ils s'enfoncent au cœur des tribus indiennes, dont ils ont appris les langues, respectent les coutumes et les croyances, et avec lesquelles ils partagent le même territoire sauvage, ainsi nommé le Pays d'en haut. On a tendance à penser que la forêt canadienne est vide et puis que le voyageur pouvait parcourir cette distance-là sans jamais voir un être humain. C'était pas vrai. Les forêts sont remplies de différentes nations qui habitent partout et qui vont même aller voir les voyageurs. Ils savent que les voyageurs vont passer au printemps, qu'ils vont revenir à l'automne. Ils vont à leur rencontre et ils vont leur apporter des fourrures pour échanger contre différentes choses. Ils vont même apporter de la nourriture, des fois du miel, des petits fruits pour faire du troc, par exemple, avec des effets personnels des voyageurs. Donc, il va toujours avoir des rencontres autant de gens d'ascendance française ou des Canadiens avec des différentes nations ici. On retrouve énormément d'animaux à fourrure dans les forêts canadiennes. On voit ici le castor qui va être prisé pour son feutre, pour faire des chapeaux de feutre. On a ici du raton laveur, du chat sauvage aussi, on dit la même chose. On a ici de la loutre qu'on retrouve dans l'eau également, et du renard. Et ça, ce n'est que des exemples des types d'animaux qui étaient attrapés pour le commerce de la fourrure. On va attraper tout ce qui a une fourrure, du lièvre, de la moufette, du loup, de l'ours, du plus gros gibier comme du cerf, comme de l'orignal. Tout ça sera attrapé parce que c'est très en demande pour la mode en Europe, partout en Europe. Ben c'est ça, parce que je sais qu'à Paris, dans les années 1710, on aimait la loutre. En 1720, on préférait le raton laveur. Donc ça change, ça évolue. Et vous, ici, alors le commerce change en fonction de la mode qui est décidée à Paris. Absolument. La raison qu'on a le commerce de la fourrure, d'abord et avant tout, c'est à cause de la mode de l'autre côté de l'Atlantique. C'est un commerce qui a lieu à cause de ce qui se passe là-bas. Et puis, l'offre et la demande, ça a toujours existé. Donc, si pendant une décennie, le renard est très en la mode, il est très en demande, et puis la loutre l'est moins, mais là, ça va affecter quels animaux qui seront attrapés ici. Ça va affecter les échanges dans les postes de traite également. Tributaire de la demande, l'économie de la fourrure dépend avant tout de ses sources d'approvisionnement et de l'acheminement des peaux jusqu'à Montréal. Or, les nations iroquoises, alliées des Anglais, menacent les communications et les routes fluviales de la Nouvelle-France. Conscients du danger, les Français veulent à tout prix éviter l'affrontement avec les redoutables guerriers iroquois. Subtilement, ils privilégient la voie de la diplomatie. Les Français ressentent le besoin, à un moment donné, de calmer le jeu à l'intérieur du continent et de demander aux Iroquois de ne pas aller à l'encontre de leurs propres activités commerciales. Alors, ils demandent une espèce de neutralité quand il y aura des altercations, par exemple, entre Français et Anglais. Ils vont demander aux Iroquois, ce qui était déjà en soi un geste assez audacieux, ils vont leur demander de ne pas intervenir. S'organise alors une série de négociations et de pourparlers. Cherchant à montrer aux Iroquois la diversité et la puissance de leurs alliances, les Français convoquent à Montréal la plupart des nations du continent. Les Hurons d'abord, leurs plus fidèles alliés, mais aussi les Sioux, les Renards, les Cris et les Algonquins, tous faisant pression sur les Iroquois pour qu'ils acceptent la grande paix proposée par la France. Pendant tout le mois d'août 1701, Montréal devient la capitale des Indiens d'Amérique. Montréal, à l'époque, est une petite ville d'environ 1200 habitants. L'arrivée des délégués amérindiens va faire plus que doubler cette population-là pendant une période très courte de quelques semaines, de 3 ou 4 semaines. Donc, il faut imaginer ce que ça pouvait représenter pour les Montréalais de voir arriver. C'est une rencontre internationale.
à l'échelle de l'époque, c'est vraiment ça. C'est une rencontre internationale, c'est une conférence internationale de paix. Et donc, il y a des langues multiples. Et les Français vont déployer leur arsenal de traducteurs. Alors, il y a des missionnaires, il y a des coureurs des bois, il y a des officiers qui ont appris les langues parce que ça prend des gens qui sont capables de traduire toutes ces langues-là. Il y a au moins 37 ou 38 représentants de nations différentes. Après plusieurs semaines de négociations, la paix est ratifiée. Et au mois de septembre 1701, les représentants de chacune des nations apposent la marque de leur tribu au bas du traité. Au niveau diplomatique, la Grande Paix de Montréal est un fait unique dans l'histoire de l'Amérique. C'est aussi un extraordinaire succès politique pour le gouverneur de la Nouvelle-France, Louis-Hector de Calière, qui réussit à mettre un terme au conflit interethnique des Amérindiens. Alors Calière va leur demander, si vous avez des problèmes entre vous, vous ne réglerez pas vos problèmes vous-même, vous venez me voir. Alors c'est la première fois qu'un gouverneur français devenait une espèce de médiateur auprès des communautés, des nations amérindiennes. Ça laisse le champ libre aux Français pour pénétrer à l'intérieur du continent. Jamais la Nouvelle-France ne peut se maintenir s'il n'y a pas l'appui amérindien. Et ça, c'est, je crois que dans l'histoire, on commence à peine à ramener le rôle des Amérindiens, le rôle actif qu'ont joué les Amérindiens dans la construction de l'histoire canadienne et nord-américaine. Il est fondamental. En quittant Montréal pour suivre la route des Grands Lacs, il revient à ma mémoire le journal de voyage de François-Xavier de Charlevoix. Pendant les 2 ans où il parcourt la Nouvelle-France, l'historien souligne la dignité des peuples autochtones. Voici ce qu'il écrit le 8 août 1721, quelque part en pays indien. Dans ce pays, tous les hommes se croient également hommes. Et dans l'homme, ce qu'ils estiment le plus, c'est l'homme. Nulle distinction de naissance, nulle prérogative attribuée au rang qui porte atteinte aux droits de chacun, point de prééminence qui inspire l'orgueil et qui fasse trop sentir aux autres leur infériorité. Il y a peut-être moins de délicatesse dans les sentiments que parmi nous, moins de façon équivoque, mais plus de droiture, moins de ces retours sur soi-même. 8 août 1721. Les Français sont venus ici pour évangéliser les Wendat, le peuple Huron. Les prêtres jésuites allaient vivre dans des villages Wendat et s'imprégner de leur culture, de leur langue et de leurs croyances. Ici, à Sainte-Marie, les Français sont venus armés de bonnes intentions. Mais avec le recul de l'histoire, il y a d'autres aspects à prendre en compte. Il y a eu beaucoup de conséquences dramatiques liées à l'arrivée des Français. Ils ont aussi introduit toute une série d'épidémies, de variole, de rougeole et de grippe. J'ai trouvé le village des Arkansas dans la dernière désolation. Il y a quelque temps, un Français passant par ici fut attaqué par la petite vérole. Le mal s'est communiqué d'abord à quelques sauvages et bientôt à toute la bourgade. Le cimetière paraît comme une forêt de perches et de poteaux nouvellement plantés. Toute la nuit, j'ai entendu pleurer. Les hommes s'en mêlent aussi bien que les femmes. J'ai aussi aperçu le soir une femme qui pleurait sur la tombe de son fils et qui a allumé du feu, apparemment pour réchauffer le mort. Le choc microbien sévit partout. D'environ 7 ou 8 millions vers 1600, la population indienne de l'Amérique du Nord passe à moins d'1 million 200 ans plus tard. Ce sont les conséquences de l'histoire. Il faut se faire une raison, prendre ce qu'il y a de bien, mais aussi ce qu'il y a de mal. Il faut pouvoir juger l'histoire dans son ensemble. Mais vous pensez que les jésuites ont introduit les maladies volontairement? Non, absolument pas. Les missionnaires sont venus ici avec de bonnes intentions. Ils sont venus en pensant faire le bien. Ils sont venus pour apporter leur religion et leur foi, mais aussi pour enseigner. C'était le fond de leur action. Les prêtres étaient avant tout des enseignants. Ils professaient leur culture, mais aussi celle des Hurons. Il y avait un échange des cultures. Chaque peuple se nourrissait des connaissances de l'autre. Si bien qu'ici en Ontario, mais partout dans le Canada, il y a eu beaucoup de métissage avec les Français. Et cela s'est passé aussi à Sainte-Marie. En témoignant pour son peuple,
Paul retrace avec pudeur la réalité de l'histoire, qui, si elle provoque l'un des plus grands drames de l'humanité, le génocide microbien des Amérindiens, fait aussi naître l'immense espoir d'un nouveau peuple, les Métis. Avec le développement du commerce de la fourrure, de plus en plus de Français du Canada quittent la vallée du Saint-Laurent pour tenter l'aventure de l'Ouest. Plus ils s'éloignent de leur société d'origine, plus leurs liens avec leur passé se distendent. Souvent, en pays indien, ils prennent une épouse, fondent une famille et s'établissent là où le destin les a portés. L'île de Manitoulin, au milieu des Grands Lacs, a longtemps été une terre de métissage où Français et Amérindiens s'unissaient pour devenir un même peuple. Nous trouvons ici dans la réserve indienne de Manitoulin. Et comment se fait-il, Alain Corbière, que vous soyez autochtone et qu'en même temps votre nom soit français? Bon, il y a pas mal de raisons, mais l'une d'entre elles est que dans les années 1700 et le début des années 1800, beaucoup de personnes ici avaient un père français. Le nom s'est donc transmis. Ici, les descendants de mariage mixte ne sont pas vraiment considérés comme des métis, ils sont Michinabe, comme tout le monde, c'est-à-dire autochtones. Tout le monde vit dans la réserve et a grandi ici. Tout le monde est allé à l'école ici et tout le monde fait partie de notre peuple Michinabe, qu'il soit métis ou pas. Plus je progresse à l'intérieur de l'Amérique du Nord, et plus je me sens confronté à la question d'une Amérique française. Alliance indienne, commerce de la fourrure, choc microbien, peuple métis, le français d'Amérique est le témoin, sans le savoir, d'un monde en transition. Pendant 150 ou 200 ans, il côtoie une Amérique indigène dont il ne sait pas encore qu'elle est sur le point de disparaître. Intermédiaire entre deux mondes et entre deux moments de l'histoire, il se laisse porter par les fleuves et par l'espace. Il communie avec la terre d'Amérique, comme le peuple amérindien lui a appris à le faire. Et s'il laisse parfois ses noms et sa langue en traversant l'immensité, il n'est que de passage. La nouvelle France qu'il transporte avec lui est un rêve nomade dont la mère nature est l'unique croyance. En entrant sur le territoire des États-Unis, je réalise que les Français de l'époque, à défaut de coloniser l'immense espace, peuvent se déplacer partout où ils le veulent, comme ici, à Michilimackinac. Leur zone de commerce et d'administration s'étend jusqu'au cœur des Grands Lacs et du centre de l'Amérique, à plus de 8 semaines de navigation de Montréal. En remontant le fil de sa mémoire, un archéologue américain n'en finit pas de visiter le passé. Jusqu'à présent, j'ai identifié environ 725 de mes ancêtres en ligne directe d'origine française ou canadienne-française. Ils viennent de 120 différentes communes de France. Mes ancêtres sont originaires de ce vaste demi-cercle qui va du nord-est jusqu'au sud de la France. Et est-ce que la plupart des autres immigrants français viennent aussi de ces 120 communes, de cet arc? Oui, c'est en effet de cet arc que vient la majeure partie des immigrants français qui sont venus en Nouvelle-France. À lui seul, Tim semble relié à tout le passé de la Nouvelle-France. Il dédie sa vie à la mémoire franco-indienne de l'Amérique. Devant sa maison qui borde le lac Michigan, lui et son épouse, en un clin d'œil, redeviennent coureurs des bois. En réalité, ça me prend un millième de seconde pour me transformer. Parce que c'est en fait tout votre esprit qui est tourné vers le XVIIIe siècle et cette période de l'histoire. Oui. Oui, oui. Et votre épouse aussi. Vous aussi, vous vivez comme ça ce moment de l'histoire de l'Amérique? Oui, c'est exactement comme ça. C'est une autre vie, mais je veux entrer dans un autre siècle. Mais la plupart de nos reconstitutions historiques sont avec notre famille. C'était plutôt personnel, pas en public.
Alors j'ai passé une vingtaine d'années à rechercher et à recréer la plupart des objets du quotidien des populations autochtones avant l'arrivée des outils français. Et pendant 10 ans, tous les étés, avec ma femme et mes 2 fils, on a mené ce que nous appelions des recherches d'histoire vivante. Et l'une des raisons pour lesquelles nous avons expérimenté ces recherches d'histoire vivante, c'est que nous voulions comprendre de l'intérieur le mode de vie autochtone et comment il avait changé avec l'arrivée des objets français. Chaque année, nous accomplissions un certain nombre de tâches avec des outils autochtones, puis nous répétions le même travail avec des outils français pour les comparer. Les Amérindiens utilisaient ce type d'outils pendant des milliers d'années, et les Français en arrivant ont vu ces outils et leur ont dit « On peut vous fabriquer les mêmes, mais on va vous les fabriquer en acier. » Ils ont donc produit le couteau-croche. Je trouve fascinant d'essayer de comprendre à partir d'une vision autochtone comment l'arrivée des nouveaux outils français peut être ressentie à la fois comme quelque chose de magique et de pratique. En me conviant dans l'intimité de sa collection privée, Tim me fait découvrir avec grande modestie son incroyable trésor tout entier dédié à la période franco-indienne. Il y a ici tout ce qui touche à la vie quotidienne des autochtones et des Français de la région des Grands Lacs, en gros entre le milieu des années 1600 et 1850. Citoyen des États-Unis, Timothy Kent ne cesse d'en explorer l'histoire française pour qu'elle soit un jour reconnue. Si la fondation de la ville de Détroit en 1701 par l'officier Lamotte Cadillac est admise depuis son origine, l'histoire de la naissance de Chicago a mis bien plus de temps à être reconnue. La capitale de l'État de l'Illinois fut en effet fondée par Jean-Baptiste Point-du-Sable, un Français de couleur. Fils de marin breton par son père et africain par sa mère, Point-du-Sable s'installe ici en 1779. Mais il faudra attendre presque 2 siècles pour que l'histoire se souvienne qu'un homme noir est le père de Chicago. Jean-Baptiste Point-du-Sable est le premier à établir les bases économiques et commerciales d'une ville devenue aujourd'hui la 3e métropole des États-Unis avec ses 10 millions d'habitants. Les États-Unis d'aujourd'hui défilent dans ce que fut le monde franco-indien d'hier. Le long de la route des fleuves, au confluent du Mississippi et du Missouri, les Français de l'époque installent leurs fermes sur cette terre accueillante et fertile que le gouvernement de la Nouvelle-France nomme le pays des Illinois. Tout ce pays est découvert. Ce sont de vastes prairies. Non seulement la terre y est propre à porter le froment, mais elle n'a encore rien refusé de tout ce qui est nécessaire à la nourriture de l'homme. Le climat y est fort doux et l'air y est bon. Les Français sont ici à leur aise. Ils ont des bêtes à cornes et des volailles. Les Illinois d'Amérique, de leur côté, d'un naturel doux et de tout temps très affectionnés aux Français, travaillent à la terre à leur manière et sont fort laborieux. 20 octobre 1721. Le cimetière du village de Sainte-Geneviève se souvient lui aussi qu'en plein cœur du Missouri battait un cœur français et que pendant presque 300 ans, les gens d'ici ont maintenu, seuls contre tous, en plein centre des États-Unis, la langue et la culture du pays des Illinois. Jusque dans les années 80, les anciens de Sainte-Geneviève parlaient encore français. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Mais c'est en les écoutant que Denis Stromat, musicien et historien de son peuple, a maintenu le flambeau de la mémoire
Sa femme et lui sont aujourd'hui les seuls et les derniers francophones du Missouri français. Tout le monde, on a passé tout le monde par les Français. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Il est presque à la fin. C'est le problème, parce qu'on continue à jouer la musique, mais c'est difficile de continuer avec la musique, parce que c'est un monde anglais, ici dans l'américain. J'ai appris le français avec l'école, dans l'école, mais ma grand-mère, elle parle le français, mon grand-père aussi, elle parle le français, mais ma mère, elle ne parle pas. Mais elle peut comprendre. Oui, elle peut comprendre. Sa grand-mère, elle a aidé avec sa français aussi, parce que moi, j'ai la chance de parler avec sa grand-mère et grand-père. Et moi, j'ai un mot qui est d'écossien et indien aussi, avec la famille de mon père. Donc, tous mes ancêtres ont joué le violon aussi. On peut jouer, si tu veux, juste une petite pièce. Des vieilles chansons s'appelle La Guillonnais. Et c'est une chanson qui d'ailleurs n'existe plus en France et elle existe uniquement ici dans le Missouri et c'est vous qui maintenez cette tradition française dans le Missouri et vous êtes les derniers. Ça vient, ça venu de la France plus de 400 ans passés, mais ça existe toujours ici, mais je t'en dis, ça n'existe pas en la France. Bon, je ne connais pas pourquoi, mais... Si vous voulez nous donner l'idée du lait, si vous voulez nous donner l'idée du lait, on se le monde sur le monde en échiné. On n'est pas grand chose à dire quand ça va 20 pieds de long. On n'est pas grand chose à dire quand ça va 20 pieds de long. Si vous voulez nous donner l'idée du lait, si vous voulez nous donner l'idée du lait, on se le monde sur le monde la fille en est. Denis et son épouse, Jennifer, se produisent sur scène, seuls ou en compagnie d'un groupe de musiciens créoles, le plus souvent devant un public exclusivement anglophone qui ne comprend pas le français. Mais du Missouri à l'Indiana, de l'Illinois au Kansas, de Sainte-Geneviève à Portage des Sioux, ils jouent, chantent et continuent de faire vivre le pays des Illinois. C'est pas une musique commerciale, par exemple. Donc, ça, c'est la raison j'aime jouer ça. Parce que c'est pas commercial. La musique des gens. Oui, la musique des gens. Exactement. Je pense que cette musique est très importante. Elle est l'exemple même d'un endroit où la culture française, la musique française et la langue française se sont mêlées au cœur des États-Unis. On croit toujours que la culture française s'est uniquement implantée au Québec, ou en Nouvelle-Écosse, ou encore en Louisiane. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est qu'elle s'est implantée ici aussi. Et à partir d'ici, de Saint-Louis, de Sainte-Geneviève ou de Cap-Girardeau, c'est le fleuve Missouri qui a transporté cette culture vers l'ouest, vers le Kansas, l'Iowa, le Nebraska, le Wyoming. La culture française s'est répandue jusqu'à l'océan Pacifique. Et vous savez, l'histoire américaine a toujours été d'avancer vers l'ouest. Mais la culture française,
L'histoire française aux États-Unis, ce n'est pas d'avancer vers l'ouest, c'est de se déplacer au nord ou au sud, à l'est ou à l'ouest. L'histoire française, c'est de se laisser porter par les fleuves et les rivières. It can be east to west. French history and French culture is moving on the rivers. L'esprit de l'Amérique française est à son apogée. Les Français ont réussi à s'immiscer en douceur dans l'équilibre immuable du monde indien. Ils en deviennent une nouvelle tribu qui fédère les alliances, organise le commerce et fait régner la paix française. Profitant de décennies d'entente, les explorateurs d'abord, les voyageurs et les coureurs des bois ensuite continuent d'apprivoiser la terre d'Amérique. Tandis que les Anglais se cantonnent dans l'est du continent, les Français se répandent pacifiquement vers l'intérieur et forts de quelques milliers d'hommes seulement s'installent là où les mène leur chemin doux. À la tête d'une expédition franco-indienne d'une trentaine d'hommes, l'intrépide explorateur Robert Cavelier de la Salle descend le Mississippi jusqu'à son embouchure et fonde la Louisiane au mois d'avril 1682. « 40 ans après la Salle, François-Xavier de Charlevoix se fait le témoin de l'accueil des Indiens de Louisiane dans son journal de voyage. Le Mississippi commence ici à fourcher, avant de porter ses eaux à la mer. Un quart de lieue plus avant, dans les terres, est le grand village Houma. Il y a ici quelques maisons françaises. Cette nation nous est fort affectionnée. 10 janvier 1722. 300 ans après François-Xavier de Charlevoix, je longe moi aussi les chemins des bayous pour retrouver la nation oubliée des Houmas de Louisiane. Isolés du reste des États-Unis dans le delta du Mississippi, les Houmas d'aujourd'hui perpétuent l'Amérique des Indiens et des Français d'hier. En venant les saluer, j'éprouve ce sentiment étrange et profond de remonter le temps et l'histoire. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Écoutez, je vais très bien et je suis très content de vous rencontrer. Content de vous rencontrer. Et ça me fait extrêmement plaisir. Oui. Mon cœur est heureux. Oui. On aime ça comme du nouveau monde vient et ça veut voir comment on vit. Eh ben voilà, c'est pour ça que je viens. Et on est des Houma Indians, on est des Indiens. Oui. Et comment ça se fait que vous parlez français? Notre maman et notre papa, ça c'est la seule langue qu'on connaissait avant qu'on va à l'école pour parler l'anglais. Ouais. Et maintenant ça change, hein? Ça change, ouais. Et vos enfants, ils parlent plus français, non? Non, elle la comprend, oui, elle parle. Mais les petits enfants, c'est pas tout. Mais on voudrait que je parle, on veut que la langue française revienne bien. On aimerait ça. Oui. Et comment faire? Les enfants, il y en a de ce qu'ils ne veulent pas apprendre. Ouais. C'est difficile. C'est hein? difficile, oui. Il n'y a pas d'école? Ça rend triste comme... non, quand je vais à l'école, elle ne veut pas que je parle français. Ouais. Ouais. Parce que les maîtresses ne comprennent pas. Et ce n'est pas les maîtresses les moins pas parler français. Et ça, c'est qu'on fait que ça va mourir avec nous autres. Ça va, ouais. Mais mon petit bourg l'a parlé à ce qu'il avait son année. Est-ce qu'on n'a pas encore fait un pariste avec? Mais lui, et mes deux enfants le comprennent. Et une fois, on s'est versé avec de Houma, moi et maman, et elle dit, va dire de quoi en français, dit, ton petit bourg va pas comprendre. Il a rapporté avec tout ça qu'elle a dit. Elle a dit tout en français. Après avoir fondé la Louisiane, l'explorateur Cavelier de la Salle retourne en France pour convaincre le roi Louis XIV de lui confier une expédition maritime. Le 25 juillet 1684, 4 vaisseaux et 300 hommes s'embarquent du port de La Rochelle pour le Nouveau Monde. Ils transportent avec eux l'équipement nécessaire à l'établissement d'une colonie et à la construction d'un fort sur le golfe du Mexique. Pourtant, la mission de La Salle vise aussi un autre objectif. En s'approchant du Mexique, l'explorateur français compte persuader les Amérindiens dont il parle les langues de s'allier avec lui pour conquérir les riches mines d'argent de la Nouvelle-Espagne. Le 17 janvier 1685, La Salle pénètre au Texas et s'enfonce à l'intérieur de terres hostiles pour fonder le Fort Saint-Louis.
L'un des objectifs du roi Louis XIV en envoyant La Salle en mission dans cette partie du Nouveau Monde était de savoir comment la France pourrait prendre possession des mines d'argent de la Nouvelle-Espagne. L'Espagne tirait d'énormes bénéfices de l'exploitation des mines d'or et d'argent du Nouveau Monde. Et Louis XIV en rêvait. Et La Salle était donc en reconnaissance pour savoir s'il était possible de s'approprier ces mines d'argent. Pour moi, ce qu'il y a d'absolument extraordinaire, c'est que pendant une dizaine d'années, le contrôle du Nouveau Monde entre la France et l'Espagne se cristallisait sur ce morceau de terre. Et lorsque les Espagnols ont appris qu'une colonie française était en train de s'installer ici, la couronne espagnole a été absolument terrifiée. Il existe des documents officiels qui montrent que les Espagnols avaient vraiment peur de perdre une grande partie de leur possession du Nouveau Monde, au cas où les Français se maintiendraient ici. D'ailleurs, si nous avons aujourd'hui au Texas un extraordinaire héritage hispanique, nous le devons indirectement à La Salle. Car sans la présence française, les Espagnols ne seraient peut-être pas venus ici. Imaginons que La Salle ait réussi, nous aurions aujourd'hui un extraordinaire héritage français. L'aventure du Texas prend fin le jour de Noël 1688. Profitant de la fête de la Nativité, les Indiens Karankawa, qui vivent autour des Français, font mine de pactiser avec la garnison du Fort Saint-Louis avant de l'attaquer et de la massacrer jusqu'au dernier. Le drame du Texas n'entame pas la puissance de la Nouvelle-France, mais il en souligne les faiblesses. Trop peu nombreux, trop éparpillés, les Français savent que tôt ou tard, ils seront confrontés à la réalité numérique d'une Nouvelle-Angleterre 20 fois plus peuplée. La guerre éclate en 1754. Elle durera 7 ans. Contrairement au plan britannique, les Français mènent l'offensive. Soutenus par les alliés amérindiens, les opérations de guérilla déstabilisent un adversaire formé aux guerres européennes. Les victoires se succèdent. Mais peu à peu, la puissance des renforts anglais prend la mesure de la vaillance des miliciens canadiens et des troupes franco-indiennes, abandonnées par la métropole. Après plusieurs mois de siège, Québec tombe en septembre 1759. Le traité de Paris, signé le 10 février 1763, marque la fin de la guerre de 7 ans et de la Nouvelle-France. C'est précisément le moment que choisit le chef Outaouais Pontiac pour fédérer les nations indiennes des Grands Lacs et de l'Ohio, reprendre l'offensive, attaquer les forts anglais et affirmer sa fidélité au roi de France. La révolte de Pontiac enflamme le centre du continent. Les forts tombent un à un. Détroit est assiégé. Mais la réaction anglaise met bientôt fin au dernier soubresaut d'une Amérique indienne qui perd toute existence politique avec la fin de la Nouvelle-France. À partir du régime anglais, l'histoire change complètement. Il n'y a plus cette espèce d'échiquier politique qui faisait en sorte que l'Amérindien avait un rôle important à jouer. La disparition de la Nouvelle-France a défait par le fait même l'importance politique amérindienne. L'histoire a changé, a basculé complètement. On a commencé à faire une histoire beaucoup plus blanche. Est-ce que les Américains connaissent cette partie de leur histoire? La plupart d'entre eux, non. Je pense que cela est en grande partie dû à qui fut le vainqueur de la guerre de 7 ans. Et parce que les Anglo-Saxons ont gagné cette guerre et qu'ils se sont mis à diriger ce territoire, qui est aujourd'hui devenu les États-Unis et le Canada, ils ont d'une certaine manière contrôlé le contenu de notre histoire. Je suis venu ici pour rétablir la vérité d'une histoire presque inconnue, où Français, Métis, Canadiens, sans mêlés ou Indiens blancs, tous reliés à une même culture qui mêle le violon, les fleuves et l'aventure, sèment leur langue et leur mode de vie aux quatre coins de l'Amérique, juste avant que le rouleau compresseur d'une autre Amérique fasse voler en éclats l'esprit des coureurs des bois.
Français ne furent que quelques dizaines de milliers à traverser l'océan pour arrimer leur destin au rêve d'un nouveau monde. Ils sont aujourd'hui plus de 20 millions. Plus de 20 millions d'Américains d'origine française qui vivent au Canada et aux États-Unis. Certains ne parlent plus leur langue, mais tous se souviennent que la France, un jour, a aimé cette terre. Et moi, je suis très fier de cette histoire. Et je suis très fier de cette culture, et très fier de cette musique. Et je veux qu'elle survive, parce que c'est important. On ne peut pas avoir un peuple sans une culture. Et il ne peut pas y avoir de culture sans une langue. Vous ne pouvez pas avoir non plus une langue si elle n'a pas de musique. Parce que la musique en elle-même, c'est une langue, un langage. Et cette langue française que j'ai apprise, je voudrais la transmettre pour au moins encore une génération. That I'm hoping that will at least carry it for another generation.